Les invisibles. Juin 2020. Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom. Le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. À peine sortie du plateau, forte de cette expérience et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Offrir un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui composent, bien souvent en silence, avec des maladies invisibles et avec les regards de société qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux réalités plus souvent subies que choisies. Aujourd'hui, loin de mes talons rouges et au plus proche de l'engagement, l'évidence s'étend. C'est à l'invisible au pluriel que je vous invite. Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vivent, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute. Yanis prend l'avion pour le Japon avec son frère pour se rendre à la Coupe du Monde de rugby en 2019. Et depuis, il n'a jamais atterri. À ce stade, vous avez déjà identifié un point commun entre Yanis et moi, le syndrome du mal de débarquement. Si moi je suis restée en pleine mer, Yanis, lui, vit encore dans les airs. Mouvement interne, sensation de plénitude, incapacité à réfléchir. Yanis voyage avec de nombreux symptômes, particulièrement présents en deuxième partie de journée. Emprisonné dans son corps, Yanis démarre un traitement pour supporter la déprime que génèrent ses manifestations corporelles. Lorsqu'il arrête brutalement la prise de médicaments, Yanis plonge dans une période d'extrême angoisse, d'insomnie et de déréalisation, au point qu'il finit par oublier les fondements de sa personne. Suite à cette chute vertigineuse, Yanis développe un sentiment peu apprivoisé dans sa vie avant la maladie, l'empathie. Poussé par ce sentiment nouveau et sa toute nouvelle soif de connaissance en neurosciences, Yanis décide de s'engager. Il crée l'ADEV, l'Association des désordres vestibulaires, la toute première association francophone pour patients et patientes vestibulaires. Un soulagement non dissimulé dans notre communauté, pour qui les informations de qualité en anglais étaient pour nombre d'entre nous inaccessibles. Créer de la ressource pour les personnes vivant avec ces pathologies passées sous silence, défendre les patients et patientes, faire le lien entre les malades, la médecine et la recherche sont les objectifs principaux de Yanis. Consultant en informatique, Yanis a été projeté par la maladie dans de nouveaux rôles, président d'association et étudiant en neurosciences. Il est une ressource importante pour nous, patients et patientes vestibulaires, et je suis en joie de vous le présenter. Coucou Yanis. Salut Tamara. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Eh ben ça va, pour l'instant il est assez tôt dans la journée, donc ça va pas trop mal. Et toi, comment ça va? Moi c'est plutôt pourri aujourd'hui et ces derniers jours. Vraiment pas top top. Et il y a beaucoup de vent dehors et ça a une méga influence sur les symptômes chez moi. Voilà. Ok, ouais. Je connais bien, ouais. Nous, on se rencontre aujourd'hui parce qu'on a une pathologie en commun, qui est le syndrome du mal de débarquement. Si je me trompe pas, l'anagramme en anglais, c'est MDDS. C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord de contextualiser aujourd'hui un peu notre rencontre, comment on s'est rencontrés? Parce que c'est pas tout d'avoir la même pathologie, mais il y a quand même un moment donné où on a fini par se rencontrer, toi et moi. Et est-ce que tu t'en souviens? Oui, au final, on s'est rencontrés sur la page Facebook du mal de débarquement, où je pense qu'on recherchait l'un et l'autre
réponses à nos questions et peut-être des solutions et une éventuelle cure, j'imagine. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, c'est vrai que du coup, tu es passé toi dans une émission de télé où tu as parlé, ben voilà, de cette pathologie et de ce qui t'arrivait. Et moi derrière, j'ai avancé sur d'autres projets qui ont fait que t'es l'une des premières personnes que j'ai contactées, vu que tu avais déjà fait un peu une démarche, on va dire médiatique ou publique. Et voilà, c'est à partir de là qu'on a commencé à discuter un peu plus et qu'on a commencé à démarrer certains projets ensemble. Et est-ce que tu peux nous raconter quand et comment les symptômes sont arrivés dans ta vie? Ouais. Alors du coup, pour moi, ça a démarré. Alors c'est assez paradoxal. Ça a démarré avec un superbe voyage. Donc du coup, là, ben du coup, tes auditeurs vont pouvoir voyager un petit peu avec nous, même si ça n'a pas été. Enfin, c'est un peu un voyage sans fin, hein, soit dit en passant, parce que j'ai pas encore atterri moi. Mais voilà. Alors du coup, tout a commencé avec un voyage en 2019 qu'on avait prévu depuis super longtemps avec mon frère pour aller à la Coupe du Monde de rugby qui s'est tenue au Japon en 2019. Donc voilà, et moi et mon frère, ben, on est du sud de la France, donc fan de rugby et du Stade Toulousain d'ailleurs. Je tiens à le préciser, tant qu'à y être. Et du coup, voilà, on est parti au Japon. On a fait un premier vol, donc on est monté à Paris, là, à la capitale. Ensuite, on a fait un premier vol pour aller à Moscou. Et là, à Moscou, escale, donc rien de spécial. Et puis après, on a pris un vol donc de Moscou jusqu'à Tokyo. Et en atterrissant à Tokyo, je dirais approximativement 1 heure. Donc bon, on a repris les transports parce que Tokyo c'est super grand. On a repris les transports et arrivé au bout d'1 heure, on s'arrête pour manger en bas de l'hôtel qu'on avait pris. Et là, pendant le repas, je sens pour la première fois ces sensations bizarres. Je me sentais dans le vague, comme une espèce de mouvement interne assez spécial. Donc je me suis pas trop fixé dessus au début, en pensant que c'était le jet lag en fait, parce que j'ai quand même pas mal voyagé déjà dans ma vie. J'ai déjà fait le voyage du coup vers l'est, donc du coup vers l'Asie. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai quand même quelques jours de jet lag et j'étais un peu habitué. Donc jusque là, bon, rien de trop grave. Je suis allé me coucher. Donc on était dans un hôtel capsule. Là, c'est rigolo. C'est les hôtels qui sont, c'est des espèces de petits lits là qui sont sur le mur et on est dans une espèce de cocon. Enfin, c'est assez rigolo. Et donc du coup, je me souviens que la première chose que j'ai pensé, alors c'est assez débile, mais bon, c'est ce que j'ai vraiment pensé. Je me suis dit ouais, il y a des tremblements de terre au Japon en fait, et moi j'ai la capacité de sentir les tremblements de terre avant qu'ils arrivent. Et c'est à ça que j'ai pensé, mais je me souviens, c'est vraiment une de mes premières pensées. Et voilà, là, c'est vraiment là la première rencontre avec ces symptômes. Après ça, on a continué notre voyage. Et du coup, ben, c'est là, du coup, que j'ai commencé un peu à m'inquiéter, même si on a continué notre voyage et ça m'a empêché de rien. Mais ce qui m'inquiétait, c'est que ben, ça continuait et puis j'avais sensation. Alors d'abord, quand j'étais allongé au sommeil, ça a pas trop bougé. Et puis à la marche, en fait, cette sensation ben, de marcher sur quelque chose de pas stable. Ou alors des fois, alors ça a un peu disparu. Et des fois, j'avais l'impression un peu comme quand on est à l'aéroport et qu'on est sur un tapis roulant là qui nous aide à avancer. J'avais cette sensation là d'avancer presque un peu plus vite que ce que j'avance. Et du coup, c'était assez bizarre avec la sensation de pas stable. Donc du coup, derrière, ça m'a pas empêché de reprendre l'avion quelque chose comme une dizaine de fois pendant ce voyage-là. Plus de faire une croisière. Enfin, en gros, pour MDDS, moi, j'ai fait la totale. Hein. J'ai dû prendre. En gros, on a fait, je sais pas moi, on a fait un road trip à Taïwan, hein, parce que c'est un pays que j'adore. Après, on est retourné au Japon, on y est resté quasiment 1 mois. Et ensuite, on est parti au Vietnam, parce que j'habite au Vietnam. On est allé fêter mes 30 ans avec des amis à moi qui étaient. Donc, on a fait le Vietnam du nord au sud avec tout un tas d'escales et tout un tas de visites, parce que bon, l'objectif était de montrer ce pays à mon frère et à des amis qui nous avaient rejoints. Et après, on est allé en Thaïlande.
pour finir par un petit vol de Bangkok jusqu'à Oslo, où là, en atterrissant, j'ai vraiment compris qu'il se passait quelque chose. Parce que là, quand je suis arrivé à Oslo, là, j'ai vraiment compris qu'il y avait un truc, ouais. Et voilà, après, je suis rentré en France. Et voilà, là, après, ça a été le début du côté plus médical et plus compliqué, quoi. Tu parlais de manque de stabilité. Est-ce que tu serais d'accord d'approfondir un peu quels symptômes se manifestent chez toi? En tout cas, à ce moment-là, dans cette période de vie, et je crois qu'il y a des choses qui ont un peu évolué maintenant, mais est-ce que tu serais d'accord de nous parler vraiment des symptômes? Oui, les symptômes, c'est ceux vraiment que j'ai cités. Vraiment, les premiers symptômes, c'est sensation de mouvement qui est là, alors qui est sous-jacente en permanence, mais que je peux éventuellement occulter. Alors comme beaucoup le savent, non pas forcément. Mais en fait, ce qui est assez rigolo dans ce petit syndrome là du mal de débarquement, c'est que le mouvement nous enlève les symptômes, en tout cas les symptômes de tangage ou de mouvement interne. Donc du coup, moi, comme j'ai beaucoup voyagé pendant cette période-là, il y a plein de fois où je le ressentais pas, notamment quand je me déplaçais, quand j'étais en voiture, en bateau, en avion ou autre, rien du tout, quoi. Du coup, c'est assez rigolo. Derrière, comme autre symptôme, vraiment à ce moment-là, ouais, les sensations à la marche, quoi, les sensations à la marche du fait que des fois le stol il était pas stable, ou alors des sensations. Alors ça, c'est assez rigolo, rigolo. Tout est relatif, mais la sensation, par exemple, qui m'arrivait pas mal au début, c'était d'avoir les pieds pas au même endroit. Enfin, j'ai mes sensations normales, c'est-à-dire que je sais que mes pieds sont au sol. Par contre, j'ai comme l'impression que, on va dire, un de mes deux pieds, pied droit ou le pied gauche, il est au niveau de mon genou ou de mon tibia. Et ça, c'est vrai que maintenant, ça me le fait plus trop. Mais au début, par contre, c'était complètement ouf, quoi. J'ai l'impression vraiment comme si j'étais un dahu. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un dahu, mais c'est une espèce de bête là fantastique qui a les pattes plus courtes l'une que l'autre. Et du coup, ça, la sensation, c'est assez marquant comme sensation puisque ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens de souvenir. Ce syndrome en gros, n'a pas vraiment de sens en soi, mais bon. Et est-ce que tu as eu d'autres symptômes associés, comme on a pu voir un peu sur le site de la Fondation du mal de débarquement, ou avec lesquels moi je peux vivre, comme la fatigue chronique, les nausées, le brouillard cérébral, les troubles cognitifs, tout ça, c'est des choses que tu as aussi expérimentées ou pas particulièrement? Oui. Alors, c'est vraiment pour expliquer tout ce qui se passe là. J'en étais au retour à Paris. En fait, alors, pour situer le contexte, moi normalement j'avais un visa pour aller vivre au Canada que j'ai vraiment eu du mal à avoir, mais que j'ai eu. Et en fait, j'étais censé reprendre l'avion, mais un mois après être retourné en France. Et là, du coup, moi je suis allé chez le médecin en pensant que tout ça allait être réglé avec, je sais pas moi, une pilule miracle ou une séance de kiné ou je ne sais quoi. Mais franchement, je pensais pas que ça allait être aussi long. Et donc, tout ce que tu as cité, moi, je l'ai pas eu en symptôme de suite, en fait. Mais par contre, avec le temps, ça a vraiment, enfin, moi, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées, notamment, alors, du brouillard cérébral. Oui, de la fatigue. Il y a eu vraiment, après la partie morale, moi, qui a été très forte, en sachant que j'ai aussi une espèce de, alors moi, c'est assez bizarre mes symptômes. Comme je t'expliquais, le matin ça va plutôt bien et du coup ça va de pire en pire dans la journée, chose qui est toujours le cas. Et en plus de ça, moi j'ai des espèces de sensations au niveau de la tempe, alors du temporal gauche, qui sont pas, c'est pas douloureux, c'est pas comme une migraine ou une douleur de migraine, mais c'est plutôt comme une sensation de plénitude, comme si j'avais alors je sais pas, comme une espèce de boule au niveau de la tempe. J'arrive pas trop à l'expliquer et en fait plus cette sensation est présente, plus je sens que en fait je perds un peu mes capacités. Alors je déteste ça, j'aime pas beaucoup que je perds un peu mes capacités à réfléchir et voilà, ça me fatigue aussi. Et du coup, les symptômes que j'ai cités, donc les tangages et toutes ces sensations là, sont plus fortes à ce moment-là. Alors, en plus de ça, la sensation elle peut un peu s'étendre jusqu'à la mâchoire. Mais au niveau là du haut de la mâchoire, c'est assez spécial. Vraiment, moi, c'est vraiment localisé à gauche.
Alors là, ces derniers temps, à ce niveau-là, ça va beaucoup mieux. Mais il y a une période où ça, là, c'était catastrophique. C'était surtout en hiver. Alors, je sais pas si c'est lié pareil au climat ou à autre chose. Mais voilà. Alors, après cet hiver, ça n'a pas été autant. Mais le premier hiver que j'ai passé et le second, ça a été vraiment quelque chose, surtout quand on est un peu dans l'inconnu et qu'on sait pas du tout à quoi, enfin, qu'est-ce qui nous arrive en fait, hein, tout bêtement. Donc, ça, c'est aussi une autre partie à gérer qui est assez compliquée, quoi. Est-ce que du coup, parce que toi, c'est arrivé en 2019, tu disais, donc ça fait 3 ans maintenant? Est-ce qu'il y a des Ça fera 3 ans, ouais, en septembre, le 18 septembre exactement. Autant dire on n'oublie pas la date. Hein. Non, on s'en souvient. Ouais, on oublie. Ça, c'est sûr qu'on n'oublie pas, moi. J'ai atterri à Tokyo le 18 septembre 2019 et je m'en souviens encore, ouais. Est-ce que sur ces 3 dernières années, il y a quand même des choses que tu as pu apprendre, appréhender avec ce syndrome ou voilà, comment tu as avancé avec ça? Apprendre, ouais. Apprendre, alors ça, c'est assez marrant que tu dises ça. Parce que là, j'étais en train de réfléchir à moi, justement en Asie, quand j'ai découvert ce symptôme, ces syndromes, et que j'ai commencé à tomber sur le site là de la fondation du MDDS. Et quand j'ai commencé à lire ça, et que c'était à vie, que ça pouvait durer, etc., j'étais terrifié. Vraiment, j'ai été terrifié. Je pense que ça fait partie un peu du fait que je me suis penché dessus. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que mine de rien, j'ai énormément appris sur moi-même déjà, et ça c'est énorme. En termes aussi de nouvelles informations, de tout ce que j'ai pu apprendre en sciences, en neurosciences, en médecine, etc. Et toutes les choses sur lesquelles j'ai pu là entreprendre et sur lesquelles je suis en train d'entreprendre encore. C'est presque la partie positive en fait de ce syndrome, parce que derrière c'est dur et vraiment c'est quotidien et c'est quelque chose pour lequel on peut pas vraiment s'échapper, on va pas se mentir. Mais derrière, d'un côté, j'ai quand même énormément tiré de ce souci en fait. Ouais, que ça soit moi-même, je me suis même amélioré sur certaines choses. Des qualités d'empathie que j'avais mais absolument pas, qui se sont clairement développées, le fait de me rapprocher d'inconnus pour essayer de les aider simplement parce qu'en fait je sais tellement ce qu'ils vivent et maintenant je comprends tellement ce qui se passe pour eux que derrière forcément on se comprend et ça va très vite. Je parle même à des gens à l'international qui ont ces pathologies-là et c'est incroyable parce qu'en fait on se comprend, en fait, on est presque comme un petit groupe de potes, voilà, oui et non, mais voilà, on sait tous les difficultés, le fait que c'est quand même des choses pas top à vivre au quotidien. Mais derrière, voilà, ce qui est bien, c'est que on peut s'entraider et essayer de se pousser pour aller vers le mieux, même si c'était pas forcément un mieux du côté de la maladie et des symptômes. Mais derrière, voilà, ça aide et ça aide aussi à contrôler en fait tous ces symptômes. Je veux dire que l'état d'esprit et j'allais dire le mood, mais oui, c'est l'état d'esprit général dans lequel on se trouve, change tout. En fait, c'est le jour et la nuit. Là, on parlait de mes symptômes. Moi, j'ai connu à cause de ces symptômes. Alors, je parlerai pas de dépression, mais moi, par contre, je suis allé plutôt du côté de l'anxiété, de l'angoisse, mais plutôt poussé à son extrême. C'est-à-dire que j'ai expérimenté le fait de ne pas dormir pendant 2 mois et demi. J'ai perdu 12 kilos. J'ai fait des mois entiers de déréalisation. Alors, je sais pas si je dois expliquer, mais bon, les déréalisations, c'est le fait de... Alors, moi, je le vis comme ça. Hein. C'est un peu le fait de se voir à la 3e personne et d'agir en tant que Yanis, tout en sachant comment Yanis doit agir. En fait, c'est comme un détachement de la personne. C'est assez incroyable. Hein. C'est des trucs, tant que ça vous arrive pas, on peut quasiment pas les concevoir. Et quand ça vous arrive, vous dites que c'est un truc de fou, quoi. On a l'impression qu'en fait, le monde et la planète, elle est sur 2 faces, un peu comme une cassette, quoi. Il y a la face A et la face B. Et en fait, quand tu passes dans la face B, c'est-à-dire de l'autre côté de la barrière, là, en fait, il y a plus rien qui est réel, quoi. Il y a plus rien qui est réel
Et derrière, en fait, plus rien n'a de sens. Hein. C'est simple, il y a plus rien qui a de sens et il y a plus rien qui a de goût. Et voilà, on se perd soi-même et on perd la notion de qui on est. On en vient même à oublier les fondements de sa personne et voilà. Et au final, quand on repasse de l'autre côté, ben tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'aider les gens qui connaissent ça et en fait d'en parler, de dire que ça existe et qu'il y a des choses à y faire et voilà quoi. Je voulais te demander à quel moment cette pathologie dissociative elle est arrivée par rapport à l'arrivée du syndrome du mal de débarquement. Est-ce que c'était longtemps après? Alors c'est arrivé assez longtemps après. Je dirais à peu près 1 an après que ça ait démarré. Tout ça là, ça s'est passé l'année dernière. Mais justement à la même période, là, à partir de fin mai, début juin, dans mes souvenirs. Il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, comme beaucoup de personnes, moi, je vivais dans l'attente de la disparition en fait des symptômes. Et je pense que c'est ça sur le long terme qui a causé ma chute. Ça, en plus de traitements médicaux que j'ai pris, avec le secret espoir de faire partir ces symptômes et que j'ai un peu j'ai pas vraiment bien pris, on va dire, les médicaments parce qu'en fait je sais pas, ça a pas réagi sur moi et ça servait clairement à rien. Il faut dire que voilà, quand on partage avec les gens, tout le monde est un peu perdu et tout le monde explique un peu ce qu'il a pu essayer qui a pu éventuellement lui faire du bien et en fait, on est tellement désespéré dans ces phases-là de la maladie qu'on testerait n'importe quoi en fait. Donc moi du coup, j'ai pris rendez-vous via internet avec un ORL, il me semble, ou un neurologue, je sais plus exactement. Bon bref, de toute manière, je citerai pas de nom ni rien, mais du coup voilà, j'ai eu cette visite médicale, il m'a expliqué qu'il connaissait et il m'a donné un traitement en me disant voilà, il faut que tu prennes tant de gouttes. Enfin, il m'a passé la posologie et derrière, moi je l'ai suivi assez scrupuleusement, comme beaucoup d'entre nous en règle générale quand c'est pour régler ce genre de problème. Je pense que de ma vie, j'avais jamais suivi un traitement médical aussi scrupuleusement que depuis que j'ai MDDS quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai tout arrêté d'un bloc et c'est pas le genre de médicament qu'on arrête d'un coup en fait. Et là par contre je l'ai payé cash. Donc vraiment voilà, si je peux passer ce message réellement sur certains médicaments sans trop les citer, mais on peut dire en gros les benzodiazépines et d'autres médicaments un peu costauds, des neuroleptiques ou autres. Quand on vous dit de pas les arrêter d'un coup, les arrêtez pas d'un coup. Clairement parce que ça vous évitera des problèmes quoi. Parce que ça j'ai expérimenté, c'était compliqué ouais. Et c'est suite à cet arrêt que tu as eu cette période de 2 mois d'insomnie et ensuite ce qui s'en est suivi, la déréalisation. Oui, il y a eu ça et puis après en fait derrière, une fois que alors ça c'est ça qui est assez complexe, c'est qu'une fois que la machine elle est lancée, parce que les 2 mois et demi d'insomnie ça a été une chose, mais j'ai mis quasiment une demi-année à m'en remettre de tout ça. Jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc là, jusqu'à la fin de l'année dernière, c'était pas ça. Hein. C'était pas ça, que ça soit au niveau sommeil, que ça soit au niveau angoisse, même des réalisations certains jours, etc. Sans parler des symptômes du MDDS qui, eux, bien entendu, ne partent pas. Ça a été la panique pendant un bon moment. Alors, je pense pas que ça soit que lié aux médicaments en soi. Je pense que eux, ils m'ont lancé dans dans cette chute vertigineuse, ce qui est un peu le cas, ouais. Et du coup, ça a été assez compliqué ces 5 mois. Mais d'un côté, c'est ça qui m'a aussi poussé à prendre mon téléphone et à contacter voilà des personnes pour démarrer un projet dont on parlera là par la suite. Du coup, tu es vraiment à un moment donné arrivé à un point de rupture. Ah oui, clairement.
clairement, hein. Ça, il y a eu, vraiment, il y a eu une phase où, en fait, c'est ça, ce qui se passe, c'est que une personne qui connaît pas, voilà, c'est ce monde un peu des maladies rares et chroniques, quand on sait pas du tout ce que c'est. Moi, le MDDS, vraiment, comme je l'expliquerai, c'est en fait c'est être enfermé dans son corps avec des sensations qui sont pas les siennes et avoir aucun échappatoire. Mais vraiment aucun échappatoire, c'est-à-dire que tu peux essayer de te mettre par terre, de te cacher de ce truc, ça te quittera pas. Tu peux pas t'échapper et t'es face à toi-même. Et en fait, le souci qu'il y a, c'est que même s'il y a les autres qui te soutiennent, qui te parlent, etc., tu es seul face à toi-même. Et du coup, derrière, voilà, en parler. Enfin voilà, quand on remonte la pente, etc., quand ça va un peu mieux. Mais moi là, ce que je sais, c'est que ce soir, je vais y retourner, et certainement demain soir, et certainement pour peut-être le reste de ma vie, ou peut-être qu'un jour ça disparaîtra. Mais j'ai plus envie, en fait. Maintenant, je m'en moque un peu. J'ai plus envie d'attendre et de savoir si ça partira ou ça partira pas. Maintenant, ça fait partie de moi. J'ai encore du mal à l'accepter. On va pas se mentir. Je suis encore à la phase du pourquoi moi. Et voilà, le truc, c'est que il y a tout un tas de choses que je peux faire, et les gens vont avoir l'impression que je vais bien la plupart du temps. Mais je sais que le soir, là, je vais encore y retourner. Et le soir, il y a que moi et moi-même dans cette galère, dans ce bateau qui me conduit. Je ne sais où d'ailleurs. Hein. Ouais. Tu parles du soir. Chez toi, ça se manifeste que le soir ou tu as quand même cette constance? Non, c'est constant, mais en fait, j'arrive vraiment mieux à l'occulter. En fait, c'est pas compliqué. Moi, je me lève le matin. La première chose que j'ai, c'est une sensation de tangage. Donc déjà, je suis énervé au réveil, quoi. Mais après, au fur et à mesure de la journée, si jamais je fais autre chose, je me concentre, je vais, je vis ma vie normalement, j'arrive à l'occulter. Et après, je pense que c'est la fatigue. Alors, j'ai pas vraiment d'explication parce que je me sens pas forcément tout le temps fatigué. Mais au fur et à mesure de la journée, alors est-ce que c'est parce qu'on a moins de lumière et que mon champ de vision régresse? Est-ce que c'est parce que la fatigue s'accumule ou autre? Je sais pas dire, mais je sais que voilà, moi, c'est comme ça depuis le début. Hein. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ça a toujours été comme ça. Parce que les sensations au début, c'était clairement à la marche, en journée, et le soir, quoi. Et le soir, vraiment, c'est mon fil rouge, quoi. Le seul truc qui s'est ajouté à ça, c'est les sensations de chute libre. Alors, je sais pas si toi, tu as pu expérimenter ça, mais moi, je pense que je suis un des plus grands base jumpers de lit qui existe, parce que j'ai fait des nuits entières en chute libre, tout en étant dans mon lit, ce qui est assez paradoxal. Et du coup, je tombe à l'infini, et du coup, je touche pas le sol parce que j'y suis déjà, ce qui est assez fou. Et donc, du coup, voilà, la période où je dormais pas, j'ai réussi à tomber comme ça pendant des nuits entières sans sommeil, à poser mon pied de temps en temps sur le côté pour voir si ça changeait quelque chose ou non, avec plus ou moins de chance, voire pas de chance du tout. De temps en temps, je posais la main aussi, et bon, pas changé grand chose, mais bon. Donc voilà, pour les amateurs de chute libre, si jamais je passe un message, MDDS, c'est moins cher qu'un billet d'avion pour aller s'envoyer en l'air, quoi. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, tu as quand même des ressources en fait qui t'accompagnent là-dedans, ou des activités qui te font du bien? Parce que tu parles d'occulter les symptômes pendant la journée. Est-ce que c'est une manière de dire qu'ils passent en second plan? Ouais, c'est exactement ça. Alors, ce qui est très important à savoir, et au départ, franchement, moi, j'y croyais pas, c'est que ces syndromes, notamment sur la partie plus mentale et on va dire psychologique de la chose, peuvent se contrôler, même si bon, il y a des limites forcément. Moi, dans mon cas, et c'est très important de dire ça parce que on va passer beaucoup de temps à essayer de voir comment ça se passe pour les autres, et voilà, et ce que les gens peuvent y faire, etc. Il faut jamais oublier que chaque individu va avoir sa manière de réagir, et chacun va avoir son chemin. Donc, il faut expérimenter. Alors moi, c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire maintenant par rapport à ce qu'on va dire ensuite, mais soit. Alors déjà, un truc qui est très important, moi, de mon côté, c'est arrêter. Là, j'ai arrêté complètement d'aller chercher des réponses, notamment sur Internet.
moins je m'en occupe, mieux je me porte. J'ai trouvé des manières, on va dire, détournées de m'en occuper. Et c'est vrai que du coup, je suis allé taper aux bonnes portes. Donc, on est parti sur un échange avec un professeur qui fait de la recherche sur le vestibulaire là, qui m'accompagne, où il m'a dit que c'était beaucoup plus simple de lui poser des questions à lui parce qu'il pourrait me les vulgariser, c'est-à-dire les rendre compréhensibles pour moi, plutôt que d'aller lire sur Internet des documents, notamment en anglais, où je vais pouvoir tirer plus ou moins ce que je voudrais dedans, mais pas forcément la vérité ou une vérité générale, tout en sachant que la science, c'est quand même une science pas sûre en soi, c'est-à-dire que la science, elle avance au fur et à mesure des découvertes, et pour nos pathologies là, à l'heure actuelle, ils savent pas mal de choses, mais ils savent pas tout. Donc pour l'instant, on marche sur des œufs, et tout le monde marche sur des œufs à ce niveau-là. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose sur laquelle j'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à mettre, c'est le sport. Là, moi, dans mon cas, je suis à un stade où je suis clairement presque dans l'hyperactivité niveau sport. J'ai un régime de sport assez soutenu, mais qui me fait le plus grand bien. Donc là, je m'étais mis à partir de l'hiver dernier, j'ai commencé à marcher. Donc je commençais à marcher des 25 kilomètres par jour. Ça, c'est vraiment quand ça allait pas. J'ai clairement erré sans but à la recherche de questions sans réponse pendant des jours et des jours. Hein, j'ai fait ça. Après, du coup, j'ai décidé d'aller au travail en vélo. Donc, j'ai 15 kilomètres de vélo par jour, matin et soir. Je vais courir entre midi et 2. Pendant une bonne période, je m'infligeais 10 kilomètres entre midi et 2 en plus du vélo. Mais au bout d'un moment, j'ai pas réussi à tenir. Du coup, là, je fais un peu moins. Donc là, je suis plutôt sur entre 5 et 7 kilomètres. De temps en temps, je me fais un petit 10 histoire de me rafraîchir la mémoire. Et après, je joue au tennis. J'ai repris aussi de la boxe thaïlandaise parce que je pratiquais un peu. Donc voilà, je fais tout ça. Et après, du coup, moi, je prends plus de médicaments. Je vais plus voir de médecin non plus. Même si j'ai trouvé des super médecins et que je suis bien entouré, mais j'estime que là, pour l'instant, j'en ai pas besoin et j'irai les voir quand j'en aurai besoin. Quand tu parles de sport, est-ce que ça t'aide de manière ponctuelle sur le moment ou ça se pérennise sur plusieurs jours ? Je pense que c'est quelque chose qui se pérennise et quelque chose qu'il faudra pas que je lâche tant que mon physique me le permettra. Réellement, déjà, c'est bon c'est bon un peu pour tout en fait. C'est bon pour le physique, c'est bon pour le mental. Il y a quelque chose qu'il faut que je dise, mais c'est peut-être un peu bête, mais c'est pas grave. Mais c'est des pathologies qui sont dures pour tout le monde. Moi, je peux parler que de ce que je connais. Pour un homme, en fait, moi vraiment, je l'ai vécu de manière très très négative, dans le sens où j'aime pas ne pas avoir la maîtrise de mon corps et notamment ma force physique. Je suis pas un gladiateur ou un grand guerrier non plus, mais voilà, je suis quand même un homme et j'aime faire du sport, j'aime pouvoir utiliser ma force pour le faire, et c'est vrai que ce syndrome m'a fragilisé, beaucoup fragilisé, et du coup ça m'a amené à beaucoup me déprécier. Et en fait, le fait de retourner vers le sport et de refaire entre guillemets la paix avec son corps, et de voir que oui, ça marche au bout d'un moment, que je suis capable de m'infliger tout un tas de choses, que oui, j'ai du cardio, oui, je prends des muscles, oui, ce qui était difficile hier est moins difficile demain parce que derrière, je me suis fait mal. Et en fait, c'est tout un mécanisme qui se met en place qui fait que je fais pas ça pour en tout cas maintenant pour faire de la compétition ou pour que ça soit au vu et au su, je fais ça vraiment pour moi. Et je commence même à avoir l'appétence, en fait. Il y a beaucoup de sportifs qui diront à se faire mal, en fait. À se faire mal, et ça fait un bien fou, en fait, de se faire mal. Et du coup, des fois, pour me motiver, je me dis, en fait, t'en as tellement bavé, et cette période là dont je te parle, la période un peu de la phase B, là, de la cassette, où plus rien n'a de sens, en fait, ce truc-là était tellement monstrueux que quand j'ai mal, quand je cours, etc., quand j'avais froid cet hiver sur mon vélo à pédaler là pendant 15 kilomètres, à arriver avec les doigts gelés au travail,
En fait, je me disais que ça avait rien de dramatique, quoi, que ça allait. D'ailleurs, plus ça va, de manière générale, j'ai l'impression que la vie tout baigne. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'être instable tout le temps et de vivre dans ce truc-là et de faire ça au quotidien en boucle et en boucle et en boucle, derrière, en fait, je me dis, mais en vrai, dans les pays où on vit, nous, il se passe rien, quoi. On a à manger, on a un toit sur la tête. Je veux dire, tout va bien, quoi. Il y a pas non plus trop de soucis, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, ça me résonne beaucoup. J'ai l'impression depuis quelque temps, parce que moi ça fait 2 ans que je vis avec ce syndrome, que j'ai une manière de me confronter à la vie qui est complètement différente qu'avant. C'est-à-dire que ce qui va déstabiliser énormément la majorité des gens, et moi aussi à une certaine époque, tout d'un coup va un peu me couler dessus. Et je vais être là, mais c'est pas grand-chose en fait. Et parce que justement, peut-être le fait de vivre avec quelque chose de chronique et aussi compliqué, ça permet de dédramatiser la majorité des choses. Et aussi parce on s'est vraiment rendu compte que tout peut basculer du jour au lendemain, en fait, d'une minute à l'autre. Et qu'au final, on essaye d'avoir du contrôle sur des choses, mais on a bien conscience qu'on n'en a pas. Ah non, c'est certain. Hein. C'est certain, de toute manière, comme tu dis, du jour au lendemain. Moi, en toute honnêteté, je suis passé backpacker. En gros, j'ai voyagé. Réellement, je vais pas mentir sur ma vie, j'ai eu une vie qui a été super cool jusqu'à mes 20 ans. Et après, un peu plus tard, vers 23, 24 ans, je suis parti à l'étranger. Et à partir de là, j'ai pu voyager, rencontrer des gens, voir plein de choses. Le monde est juste fantastique et tout ce que j'ai pu voir. Je m'attendais clairement pas pour mes 30 ans à faire un énième voyage où j'allais encore une fois profiter. Cette fois-ci, là, je partais pas pour travailler et pour rester. Là, cette fois-ci, c'était que du plaisir. Je m'attendais pas pour mes 30 ans à recevoir en cadeau une maladie neurologique qui en plus de ça s'avère chronique. Donc du coup oui, à partir de là, une fois qu'entre guillemets on va dire que le début de la tempête est passé et que maintenant je commence un peu à me faire une raison que tout ça va continuer et que j'arrive un peu à voir le bout du tunnel, à me dire que oui, ça se contrôle et oui, on peut vivre avec et avoir une vie pleine et avoir je sais pas moi, des désirs, une carrière, à avoir des choses qui nous motivent dans la vie, réaliser des projets et faire tout un tas de choses. Du coup non, pour moi, il y a plus grand chose qui est dramatique, quoi. Il y a plus grand chose qui est dramatique et ça c'est chouette dans ce syndrome, hein, si on peut trouver des points positifs. Quand tu parles de projet, justement, tu viens tout dernièrement de créer une association, si je me trompe pas. C'est ça. Du coup, c'est un peu aussi le pourquoi de cette podcast. C'est un peu pour parler de Adev, que toi tu connais bien, parce que tu es d'ailleurs toujours maintenant un membre de Adev, mais tu as été la première à participer du côté patient, bien sûr, parce qu'il y a un chercheur qui lui a démarré avec moi. On va faire un petit peu l'historique. Donc du coup, de toute cette période un peu délicate que j'ai connue, il se trouve que un jour, pareil, en errant sans but, un peu sur Internet, j'ai fini par trouver un groupe de recherche qui s'appelle le GDA Vertige, qui est un groupe de recherche donc situé à Marseille, donc au niveau du CHU, du Centre Hospitalier Universitaire de Marseille, où il y a donc un laboratoire pluridisciplinaire où ils font de la recherche sur les pathologies vestibulaires et le vestibule de manière générale. Donc j'ai pris mon téléphone tout simplement et puis j'ai appelé Christian Chabert, avec lequel j'ai commencé à échanger et voilà, de fil en aiguille on a commencé à créer Adev. Avant que tu poursuives, est-ce que tu pourrais nous définir déjà ce que ADEV veut dire et désordre ou pathologie vestibulaire? D'accord. Alors du coup, ADEV, c'est l'association des désordres vestibulaires. Et donc du coup, le vestibulaire, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux, simplement. À l'heure actuelle, donc tout ce qui va être vestibulaire, ce qu'on appelle l'organe vestibulaire, c'est l'oreille interne. Alors il faut savoir que notre oreille est constituée de 2 morceaux, on va dire ça comme ça, la cochlée et le vestibule. La cochlée, elle est en charge de récupérer le son
Donc, elle va nous permettre d'entendre et de pouvoir analyser le son qui nous entoure. Donc, c'est très important. Et le vestibule, lui, il a une fonction un peu complexe qui va nous aider à nous repérer dans l'espace et à éventuellement nous déplacer. En fait, il va faire un peu le lien avec plusieurs capteurs qui vont être la vision, les capteurs podaux, donc tout ce qui va être les pieds, les ligaments, tout ce qui va nous permettre de sentir la pesanteur en fait. Et voilà. Et donc avec cette oreille interne, on va pouvoir se situer dans l'espace, pouvoir faire des mouvements et pouvoir se mouvoir, on va dire ça sur la Terre, comme tout un chacun. Ouais. Et alors, quelle maladie rentre dans la catégorie des désordres vestibulaires? Tu as des exemples? Oui. Alors du coup, il y a beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies. Du coup, il va y avoir tout ce qu'on appelle les ménières. Alors, ménière, c'est une maladie. Du coup de l'oreille interne qui en règle générale fonctionne par crise. Où voilà, les personnes ont des crises de vertige rotatoire qui sont très longues, qui peuvent causer voilà des nausées, des vomissements. Apparemment, c'est très dur. C'est une maladie qui est vraiment très très dure. Du coup, nous dans l'association, on va aussi en parler. Il y a des névrites vestibulaires ou des labyrinthites qui sont aussi des pathologies qui elles-mêmes aussi fonctionnent par crise. Alors, il faut dire que voilà, les ménières, faut savoir que c'est une maladie qui elle aussi est une maladie chronique, c'est-à-dire que les personnes qui ont ménières ont à une régularité différente des crises qui en plus de ça s'accompagnent d'une baisse de l'ouïe, donc la cochlée aussi elle est touchée. Enfin, c'est des pathologies assez dures, assez graves. Les névrites et la labyrinthite, c'est pareil, ça intervient par crise. Et en fait, c'est des soucis au niveau des nerfs qui conduisent les informations de l'oreille interne vers le cerveau. Alors bon, pareil, moi je connais un petit peu parce que forcément je m'y suis intéressé, mais je suis pas voilà ni un professionnel ni un scientifique. Voilà, je m'y suis intéressé puis j'ai pu lire là en travaillant sur l'association. Il y a aussi les BPPV, donc ça c'est beaucoup plus de monde connaissent, c'est les cristaux dans l'oreille qui se détachent et qui vont tomber justement voilà dans l'oreille et qui vont amener des symptômes un peu moindres mais qui peuvent être très handicapants. Donc ça peut être sur quelques secondes, quelques minutes où on est complètement déstabilisé et puis ça peut entraîner des chutes. Ça arrive beaucoup à des personnes qui ont un certain âge. Ça peut arriver aussi à des personnes un peu plus jeunes, mais les conséquences peuvent être plus graves avec des personnes d'un certain âge qui vont tomber, qui vont éventuellement se faire mal. Voilà. Là, bon, j'en ai cité que quelques-unes, mais des pathologies vestibulaires, il y en a quand même beaucoup, malheureusement. Et ce qui est un peu problématique, c'est que c'est surtout que c'est un peu passé sous silence, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même des méthodes pour les soigner et éventuellement les traiter, mais il y a très très peu de cures en fait pour ces pathologies. Après, il y a aussi d'autres pathologies qui sont les nôtres, alors qui vont être les MDDS et les PPPD. Ça, c'est des pathologies un peu bizarres parce qu'en fait, au niveau fonctionnel, le praticien ou quand on va aller chercher un petit peu, je pense que t'es bien au courant, IRM, scanner et toute la panoplie de diagnostics qu'on peut essayer d'avoir. En fait, il y a rien qui ressort quoi. Il y a rien qui ressort, c'est-à-dire que l'organe vestibulaire répond correctement. Il y a rien de spécial sur le scanner IRM, on voit rien du tout. Par contre, il y a plainte. Donc le patient, lui derrière, il a quand même une vraie plainte. Alors, il faut savoir que ça a été longtemps catégorisé comme des pathologies où on sait pas. Du coup, souvent on pense que c'est psychiatrique, où les gens étaient renvoyés directement sur des psychiatres ou des psychologues, etc. Alors que eux se sentent pertinemment sains d'esprit. Et voilà quoi, ils se demandent, comme moi et toi, j'imagine. Moi, je me suis demandé si vraiment je devenais pas fou, quoi, parce que c'est clairement moi, c'est arrivé du jour au lendemain sans prévenir, et ça avait aucun sens cette histoire. Donc voilà, là, l'asso, elle se lance pour prendre un peu la défense de tous ces patients-là, qui à l'heure actuelle n'ont pas d'association, et aussi vraiment pour faire le lien entre le monde médical, le monde de la recherche et le monde des patients. Parce qu'on n'est clairement pas là, et ça c'est
c'est une volonté qu'on a depuis le début. De toute manière, j'ai démarré tout ce projet avec un chercheur, donc on n'est pas là pour faire ni la guerre aux chercheurs ni la guerre aux médecins. C'est clairement l'inverse. Hein. C'est plus justement pour rassembler tout le monde, parce que je pense que tout le monde a sa part dans ça. C'est-à-dire qu'il faut que les praticiens eux-mêmes en apprennent plus sur ces pathologies. Du coup, la recherche, eux, ils vont pouvoir fournir ça. Si les patients derrière, voilà, s'y intéressent et s'éduquent aussi, derrière, ça va motiver la recherche. Donc, en fait, derrière, l'objectif, c'est vraiment de créer un cercle vertueux et d'amener le plus de personnes à pouvoir avoir le soutien dont ils ont besoin, et puis aussi à se responsabiliser dans le sens où, vu que ces pathologies à l'heure actuelle sont pas maîtrisées forcément à 100% du point de vue médical, il faut aussi que le patient prenne sur lui-même et fasse les efforts qu'il faut pour trouver son mieux-être lui-même, et ne pas toujours prendre le côté médecine comme de ne pas être passif face au médecin et vraiment essayer d'agir soi-même pour son propre salut et de trouver les moyens d'un mieux-être, parce que faute de cure, on va essayer de tabler au moins sur le mieux-être. Donc, il y a vraiment des partenaires qui sont influents au sein de cette association actuellement. Là, à l'heure actuelle, on a quand même pas mal de monde qui nous suit, notamment au niveau de la recherche en France et même à l'international du coup. On a aussi des médecins, donc des ORL, des neurologues qui nous suivent, beaucoup de kinés vestibulaires aussi. Et ça, je pense que c'est très important, parce que je pense que c'est les personnes qui sont en première ligne et qui au final voient le plus de patients. Donc je pense que c'est super important que tous ces gens-là soient avec nous, hein, de près comme de loin, de toute manière, ou qui connaissent, qui puissent orienter les patients vers de la ressource. En fait, vraiment, moi, mon objectif là, c'était de faire en sorte en fait qu'il y ait de la ressource sur Internet en francophone. Parce qu'il se trouve que moi j'ai de la chance, et comme j'ai pas mal voyagé, je parle pas mal anglais, et du coup j'ai pu trouver pas mal de ressources sur Internet, même si c'est pas forcément, quand on le lit d'un point de vue de patient, c'est pas forcément de la ressource qui est toujours très rassurante, surtout quand on est un peu au début de la pathologie. Mais derrière, en fait, ce que je me suis rendu compte, en fait, tout ça, c'est clairement mieux que rien. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de citer. C'est vrai que dans cette période-là qui a été un peu sombre, j'ai pu voir moi un reportage. C'est un docu-series qui vient de la VEDA, parce qu'il va falloir qu'on les cite, parce que derrière, on est clairement en partenariat avec une association. Donc, c'est The Vestibular Disorder Association, donc qui est l'association des désordres vestibulaires américaine, donc qui eux sont quelque chose d'assez gros, qui existe depuis 30 ans, avec lequel du coup on a fait un partenariat. Donc il se trouve qu'ils ont fait une série de documentaires où ils parlent de toutes ces pathologies, et en fait cette série documentaire qui a été faite par Kimberly Warner, qui elle-même a MDDS et avec qui je suis en contact et je discute assez régulièrement. En fait, j'ai appelé, tout est parti de là, en fait. Quand j'ai pris mon téléphone pour appeler le GDR Vertige, au départ, moi, j'appelais, franchement, j'étais un peu énervé, quoi. J'étais un peu énervé dans le sens où, surtout que l'interlocuteur que j'ai eu, donc qui s'appelle Christian Chabert, maintenant je vais le citer. Quand je lui ai expliqué tout ça, il était au courant de tout. Et moi, au tout début, je voulais les appeler pour leur dire, non mais attendez, là vous êtes en train de me dire que vous êtes au courant de tout ça, qu'il y a certainement des dizaines de milliers de personnes, plus ou moins, ou je pense même des millions de personnes qui ont ces pathologies, et qu'à l'heure actuelle, nous en France, qui est clairement pas un pays non plus du tiers-monde, ou un pays, un pays où c'est plus compliqué, on n'a rien, quoi, on n'a pas de ressources, etc. Et c'est là que du coup, Christian Chabert a eu... il m'a dit, en fait, simplement, il m'a dit, cet appel, je l'attends depuis maintenant des années. Et voilà, on est parti sur le principe d'essayer de lancer quelque chose. Alors, on a démarré par un meeting dans ma voiture alors que j'étais au travail, c'était très marrant, tous les deux, en septembre de l'année dernière, donc 2021, qui a abouti donc au fur et à mesure à la création en février de cette année de l'association. Puis ensuite, là, en mars-avril, on a fait l'affiliation avec la VEDA.
Et maintenant, depuis quelques semaines, même pas une semaine, on commence à lancer les réseaux sociaux, les publis. Il y a le site internet qui arrive, donc du coup, qui va être relié au site de la Veda avec un nom de domaine en français pour qu'il soit facilement accessible pour les Français. Et voilà, là, on part sur plein de petits projets. On va aussi distribuer des tracts parce que c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas Internet et qui ont quand même la pathologie. Donc, on va essayer de mettre ça dans les salles d'attente pour qu'ils puissent accéder aux informations. Et comment tu peux expliquer l'intérêt de ce scientifique aussi à s'engager dans cette association-là? Il dit, ça fait des années que j'attendais cet appel, c'est que c'est quand même assez fort. Il faut savoir que du coup, Christian Chabert, il a un membre, alors je vais pas dire, mais il a un membre de sa famille proche, voire même très proche, qui est lui-même patient vestibulaire. Et du coup, il connaît lui-même la problématique. Et il m'a dit, en plus ça, pareil, c'est assez entre guillemets rigolo ou paradoxal. Donc lui, qui est maintenant, je pense, depuis 30 ou 40 ans, chercheur dans le domaine du vestibulaire, connu et reconnu, qui a été aux États-Unis, donc voilà, qui est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Lui-même a été désarmé, alors qu'on va dire que par connaissance, il a pu accéder à des ressources peut-être plus rapidement que des patients un peu lambda. Voilà, il a pu faire en sorte que ce membre de sa famille puisse accéder aux mêmes ressources. Et malgré tout ça, en fait, il a vu ce que c'était, quoi. Il a vu quelle était la problématique et que c'était quelque chose de longue haleine. Et du coup, c'est, je pense, pour ça et pour le fait de motiver la recherche, parce que derrière, la recherche, ça va aider éventuellement dans un avenir proche ou lointain à soigner les gens. Et du coup, derrière, le souhait de cette association, réellement, c'est pour le cercle vertueux qu'on a dit. Derrière, ça va motiver à avoir plus de moyens pour la recherche. Du coup, la recherche va pouvoir améliorer les process. Ces process étant améliorés, derrière, ça va forcément retomber sur l'éducation. Donc, on aura des praticiens et des médecins qui vont être mieux éduqués sur ces pathologies. Et donc, du coup, derrière, on va avoir des patients qui seront bien mieux pris en charge. Et c'est ça qui a, au final, motivé ce besoin d'engagement pour toi au travers de cette association dans laquelle tu es président. Ouais. Oui. Du coup, je vais pas te mentir, hein, au tout début, moi, j'y croyais pas vraiment. Quand j'ai pris contact avec toi, ça m'a paru logique parce que j'ai vu que toi, de ton côté, tu commençais déjà à avoir un engagement et un engagement médiatique que tu avais pris d'ailleurs toute seule sans passer par personne. Hein. Tu étais allé dans cette émission là sur France 2. Que moi j'avais pu voir en suivant sur les groupes là du mal de débarquement francophone. Et puis donc derrière en fait j'ai été surpris. Je vais pas te mentir, j'ai été surpris. Moi au départ quand je lançais ça, franchement, je voulais pas être président. D'ailleurs, j'ai pas voulu être président, ils m'ont pas vraiment laissé le choix. Ils m'ont élu un peu de force parce que du coup c'est moi qui ai tout lancé. Et en fait en allant en rencontrant les différentes personnes que j'ai pu contacter, que j'ai démarré, j'ai été vraiment agréablement surpris du retour que j'ai eu en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a trouvé ça super. Et du coup, même là aujourd'hui, je me pose la question, mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais personne qui a eu cette idée avant, enfin qui a lancé le truc avant, alors que j'imagine que ça doit faire quand même des dizaines, des centaines d'années, peut-être que les gens souffrent de ces pathologies. Et en gros, il n'y a pas eu ce déclic d'essayer de faire cette association. Et du coup, là maintenant, je suis de plus en plus surpris parce que ça soit du côté de la recherche, du côté des médecins, donc des professionnels, des kinés, etc., à chaque fois que j'en parle, je suis super bien reçu. L'initiative est backup. Il y a plein de monde. Du coup, ça crée de l'émulsion et c'est super agréable. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'avenir à l'ADEV ? À Dev, on va souhaiter que ça se développe et derrière, ce qu'on va souhaiter surtout, c'est que les personnes qui sont visées, parce que d'un côté, réellement, ça reste une association de défense des patients. L'objectif, c'est que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Moi, ce que je souhaite, c'est que si
un jeune homme ou une jeune femme ou des personnes moins jeunes aussi, hein, n'importe qui de toute manière, à qui il arrive une histoire similaire à la tienne ou à la mienne, c'est-à-dire un trajet en bateau ou en avion qui finit mal. C'est jamais raté. Que derrière il puisse, qui puisse simplement voilà aller sur Internet et qu'en fait le temps, parce que voilà, il y a quelque chose que je vais dire, soigner les gens on pourra pas. Ça, on peut pas soigner nous-mêmes et les médecins et les chercheurs n'ont pas de réponse de toute manière. Donc, on pourra pas soigner les gens. Ça, c'est une certitude pour l'instant. Mais si on peut essayer de mettre la première pierre à l'édifice pour que derrière les gens soient déjà mieux écoutés, que soient mieux orientés, qu'on limite l'errance médicale et que à terme, j'espère un jour, dans un avenir proche ou lointain, on arrive à trouver quelque chose pour soigner les gens. Franchement, si on arrive à faire ça et que j'ai mis entre guillemets la première pierre ou la deuxième pierre, franchement, je suis content. Si déjà ça, on arrive à le faire, c'est cool. Et voilà. Après, on pourra pas plaire à tout le monde non plus. On pourra pas soigner tout le monde ou pouvoir aider tout le monde non plus. Mais si on arrive à faire au moins pour une personne ou 10, c'est déjà ça de prix et voilà. Est-ce que tu serais d'accord du coup de partager un peu les liens, site internet, Facebook, Instagram, comment on peut trouver l'association de manière simple et efficace? Oui, du coup, là, à l'heure actuelle, on a des présences sur 3 réseaux, même 4 réseaux, pardon, et on a le site internet qui va sortir dans pas longtemps. C'est juste le temps qu'on finisse certaines traductions. Est-ce que tu peux donner la date? La date, pas exactement, mais je pense que d'ici à la mi-juin, on devrait être sur Internet avec un site qu'on va commencer à peupler doucement, mais sûrement. Juin 2022. Juin 2022, ouais, de cette année. Et là, à l'heure actuelle, donc, on peut nous trouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur LinkedIn. Alors du coup, je vais regarder parce que j'oublie à chaque fois. Alors, sur Instagram, on est à @vestibulaire.adev. Et du coup, c'est marqué Association des désordres vestibulaires. Je pense que sur Facebook, c'est pareil. Sur la page, je vais juste vérifier. Mais il me semble qu'on a peut-être ajouté le mot vertige sur Facebook pour que les gens nous trouvent assez simplement. Mais je pense que c'est Adev Vertige sur Facebook, mais à vérifier. Et sur LinkedIn, à l'heure actuelle, c'est ouf parce qu'en plus c'est moi qui l'ai créé sur LinkedIn, donc j'ai vraiment la mémoire courte. Du coup, sur LinkedIn en fait, on est l'association des désordres vestibulaires. L'association des ordres vestibulaires, donc on peut nous trouver sur LinkedIn. Et après, de toute manière, quand le site web sera opérationnel, il y aura les liens vers le site qu'on pourra donner, qu'on notera peut-être quand le podcast sortira. Super. Et donc là, c'est vrai qu'on parlait plutôt d'un projet communautaire et engagé, tourné vers les autres. Est-ce qu'il y a des projets aussi perso à toi que tu as envie de voir grandir? Du coup, c'est dans la lignée de toute manière. Mais moi là, j'ai plusieurs petits projets plus perso que je veux faire. Donc du coup, toujours pour Adev. Ce que j'aimerais, moi, ce serait faire un peu du contenu média et du coup de la vidéo. Donc, je vais essayer de couvrir pas mal d'événements pour faire du contenu qui est de la vidéo, pour que derrière, voilà, on en parle et que ça prenne un peu de l'essor. Hormis ça, ce qui est déjà assez intéressant d'un côté, il y a aussi le fait que je vais reprendre mes études. Donc reprendre mes études dans le domaine là du vestibulaire. Alors moi du coup je suis consultant en informatique, ça n'a rien à voir. Donc là je suis en train de lire un petit peu des livres
du coup de neurosciences et du coup sur le vestibule, et c'est un tout petit organe, mais il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est ce que je peux dire là à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre, et du coup voilà, je vais en profiter pour apprendre cet été. Je vais du coup participer à l'école d'été là du GDA Vertige, où c'est une petite semaine où on est en immersion avec les personnes de la recherche pour parler du coup de la recherche sur les pathologies vestibulaires. Je vais pouvoir du coup couvrir l'événement, aussi pouvoir discuter avec les personnes qui ont participé, qui sont en règle générale du coup des neurologues, des ORL, des kinés vestibulaires, qui pour la plupart restent quand même assez jeunes. Du coup, c'est bien parce qu'on va pouvoir échanger et on va pouvoir un peu lier les mondes de la recherche, des patients et des médecins. Et du coup, derrière, voilà, j'espère que ça va créer une émulsion pour pouvoir faire avancer les choses. Autant dire qu'on t'attend de pied ferme après cette rencontre. Ouais. Ben là, du coup, après, je vais plus pouvoir me cacher longtemps. Mais après, moi, réellement, c'est super intéressant. Hein. Je m'attendais pas à. Au final, bon, ça fait un peu cher payé pour se trouver une passion dans la vie, mais du coup, ça reste quand même super intéressant parce que bon, moi, voilà, comme j'ai dit, je suis consultant en informatique et j'adore les machines. J'adore les machines vraiment au sens large. J'adore le hardware, j'adore tout ce qui est do it yourself. Alors c'est un peu fabriquer des choses et les faire fonctionner. J'ai toujours aimé ça depuis ma petite enfance. Et il se trouve que là, je tombe sur une machine qui est quand même assez incroyable, qui s'appelle le cerveau humain. Et c'est complètement fou, quoi. C'est un niveau incroyable. Alors, en plus de ça, bon, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, figé comme de la mécanique ou comme de l'informatique, qui a des vraies limites physiques, etc. Ce qui est incroyable avec le cerveau humain, c'est que ça évolue en permanence. Et du coup, c'est assez bien aussi dans le sens où quand on est patient des fois et qu'on connaît pas trop ces choses-là, on a tendance à penser que les choses sont figées ou à se dire c'est figé, je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça, etc. En fait, ce que nous prouve la science et ce que nous prouve la recherche, c'est qu'en fait les choses sont en constante évolution. L'humain évolue par rapport à son environnement. Une personne qui a une pathologie à un certain moment de sa vie va évoluer, ses ressentis, ses symptômes vont évoluer, et tout ça en fait, ça donne de l'espoir. Et d'un côté, ne serait-ce qu'avoir ces informations, c'est assez thérapeutique. Hein. Moi, la plasticité cérébrale, c'est quelque chose que j'ignorais complètement. En lisant certains livres, justement parce que j'étais mal et que je voulais en savoir plus. Je me suis rendu compte que oui, alors il faut pas non plus le prendre du côté féerique de la chose. Hein. Ça veut pas dire que si on pense assez fort que nos symptômes ou que la maladie va disparaître ou qu'on s'imagine être bien, ça va arriver. Mais derrière, il y a quand même quelque chose à travailler dans le sens où il y a aucune raison pour que notre corps, notre cerveau ou même les organes qui les constituent ne soit pas bien, parce qu'en fait l'objectif derrière d'un corps c'est qu'il soit équilibré et qu'il aille bien. Donc en fait il faut se dire que nos organes, notre cerveau est simplement notre allié. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver un équilibre. Et en fait derrière, quand on arrive à comprendre ça et qu'on se dit que il faut trouver les méthodes et qu'il faut faire les efforts qu'il faut et que on voit un peu les résultats, et on se retrouve avec une pathologie où on se croyait que c'était fini, que c'était la fin des haricots et qu'on n'en verrait jamais le bout, à retrouver des plaisirs qu'on a eus et à se rendre compte qu'en fait la vie est longue, si on peut dire, et qu'elle est faite de changements. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose maintenant qui me passionne complètement, de me dire que ça évolue. Si je peux le transmettre aux gens, si je peux participer à tout ça et à essayer de comprendre pourquoi et à le vulgariser pour le plus grand nombre, parce que moi-même j'ai fait partie de ce plus grand nombre, ça sera avec grand plaisir et c'est super, quoi. Du coup, ça me fait rebondir sur la question quel message tu souhaites faire passer aux personnes qui vivent avec des pathologies vestibulaires?
Du coup, oui, j'ai clairement un message à faire passer à ces personnes. Du coup, je vais m'adresser aux personnes qui ont des pathologies vestibulaires, mais je pense que ça vaut aussi pour toutes les personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Du coup, c'est un message assez rigolo que j'ai à vous faire passer. Déjà, je vais vous dire un truc, c'est que moi, je suis pas content. Vraiment, je suis pas content. Je suis en colère et ça fait un moment que ça dure. Et on va dire que je suis en colère et énervé tous les jours, surtout le soir, comme vous avez pu l'entendre. Et du coup, je suis clairement pas en colère contre vous. Et je suis pas en colère contre quelqu'un en particulier. Je suis assez en colère contre la maladie. Et du coup, j'ai décidé de me battre, en fait, de me battre contre elle, de lutter autant que je pourrais pour faire en sorte que ça aille mieux, on va dire ça comme ça, mais simplement pour faire en sorte que du coup ça puisse être connu, notamment les pathologies dont on parle, et d'avancer et d'essayer de faire avancer les gens pour que derrière il y ait un mieux-être, ou au moins qu'il y ait une errance médicale ou des problématiques qui soient moins longues. Parce que quand bien même ça serait quelques semaines ou un mois, etc., d'un point de vue de patient, 1 heure passée dans ces conditions, c'est déjà trop long. Donc derrière, on va pas forcément pouvoir faire disparaître ça. Mais voilà, moi j'ai une relation assez particulière avec la maladie là maintenant, qui est faite majoritairement de colère et de haine. Et du coup, voilà, c'est un message que je voulais passer parce que c'est des choses qu'on va souvent interpréter de manière négative. Mais en fait, la colère et la haine contre la maladie, au final contre tout, quand on est dans ces situations-là, si on l'exploite à bon escient, on peut réussir à en faire quelque chose qui peut terminer de manière positive. Donc en fait derrière, même quand vous êtes mal, même quand vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez abattu, en colère et que vous comprenez pas pourquoi moi, pourquoi ça m'est tombé dessus et pourquoi au final on doit souffrir autant. Essayez de voir les choses un peu autrement en essayant de tourner cette colère et cette haine comme de la motivation. Et cette motivation derrière, va vous donner certainement la force de pouvoir vous battre et de lutter contre ça, de pouvoir essayer de bien vous entourer, d'avoir vos proches avec vous, si vous pouvez. Si vous pouvez pas avoir vos proches, d'essayer de trouver des gens qui vont pouvoir vous entourer et de continuer en fait d'avancer en restant fixé sur le fait que les choses ne sont pas figées et qu'elles évoluent en fait. Et donc ça reste, c'est vraiment un message que je vous passais. Quand bien même vous êtes dans la difficulté, et il y a un livre super sur ça qui s'appelle Antifragile, que j'engage beaucoup de personnes qui ont ces problématiques à lire, parce que moi vraiment il a été game changer, donc vraiment il a fait un gros changement pour moi, qui explique simplement qu'en fait on peut tirer autant de bénéfices que de mauvaises choses du chaos en fait. Donc quand vous êtes dans une situation de votre vie qui est chaotique, c'est pas pour autant que votre vie va être chaotique tout le temps, et vous pouvez profiter de ce chaos pour améliorer les choses. Et en partant de choses qui sont pas forcément bonnes dans un premier temps, vous pouvez réussir à les tourner à votre avantage. Et du coup, en fait, plus vous allez souffrir derrière et plus vous allez pouvoir en tirer du profit si vous vous motivez grâce à ça, en fait. Et c'est ça vraiment le message que je veux passer à toutes ces personnes. Et je sais que c'est pas facile de toute manière. Je suis avec vous et je suis dans ça au quotidien. Mais derrière, si on peut créer une émulsion, essayer de tous se pousser vers le haut et d'utiliser toute cette difficulté à bon escient, je suis sûr qu'on pourra en tirer le plus grand profit et qu'on aura des belles journées comme on les a connues avant. Ça sera jamais exactement pareil que ce qu'on a pu connaître avant. Mais on aura toujours ces belles journées et ces sensations qu'on a eues vous savez, les jours où tout va bien, en fait. Tout va bien et le monde est beau, et de toute manière, c'est le cas. Et voilà. Voilà ce que je voulais vous passer comme message. Et si le syndrome du mal de débarquement était un super pouvoir, lequel serait-il ? Le super pouvoir du mal de débarquement, ça c'est une bonne question, tu vois, j'y avais pas pensé. Je dirais que là, pour moi, ça serait le super pouvoir
de se dépasser malgré tout en fait, de continuer à persévérer même quand les choses sont pas stables, même quand les choses sont totalement instables et qu'en fait on pense que c'est fini. Donc du coup, ça serait le super pouvoir, ça serait de toujours continuer vers l'avant. Je te remercie. Je crois que d'ailleurs, tu avais aussi envie de remercier différentes personnes sur cette fin d'épisode de podcast. Ben ouais, je vais en profiter pour quelques remerciements parce que je fais pas souvent de podcast. C'est la première fois de ma vie que je suis interrogé sur quoi que ce soit, je pense. Du coup, on va commencer par les 4 fantastiques parce que eux, c'est un peu obligatoire de les citer. Bon, on va commencer par mes parents. Du coup, voilà, un remerciement à ma mère, donc qui s'appelle Dalila. Simplement, pour être l'incarnation de la bonté, je dirais, et aussi une des plus belles personnes que j'ai pu rencontrer sur cette terre. Je la remercie beaucoup pour ce qu'elle a pu me transmettre, notamment je sais pas moi, cette manière qu'elle a de réfléchir sur la vie et puis tout ce qu'elle m'apporte quand on a des conversations sérieuses. Donc voilà, c'est vraiment important de lui rendre hommage aujourd'hui. Après, du coup, je parlerai de mon père, donc mon père qui s'appelle Koudir. Simplement, je lui remercierai pour la force qu'il m'a transmise et la persévérance qu'il a, qui est incroyable. Il faut savoir que quand j'allais mal, en fait, il a été d'un soutien monstrueux. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, mon père est d'une solidité assez incroyable. Et je suis ravi d'être son fils et fier qu'il soit mon père parce que derrière il m'a transmis quelque chose d'assez exceptionnel qui est une force incroyable. Il a eu une vie où il a eu beaucoup de difficultés et du coup il a quand même réussi à bien mener sa barque et moi du coup je vais faire pareil avec la mienne. Et voilà, donc je le remercie. Après du coup il reste mon frère et ma sœur, donc Soraya qui est ma sœur. Qui est une belle personne, que ça soit sur le plan physique ou la personne qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, qui elle-même a rencontré beaucoup de difficultés et qui a toujours été là, qui est toujours là quand il y a un problème, à m'écrire, à prendre des nouvelles et à me dire qu'elle me soutient, et ça c'est quelque chose qui est très important. Là d'ailleurs je lui passe un hommage parce que du coup elle va nous faire le premier enfant de la fratrie là, d'ici quelques mois, et du coup on est très fiers et on accueillera ce petit garçon avec plaisir dans la famille, et du coup ça fait de moi et Mehdi des tontons très fiers et mes parents aussi des grands-parents très très fiers d'elle. Et puis voilà, et puis la dernière personne du coup c'est Mehdi. Du coup Mehdi c'est la seule personne, je pense, à l'heure actuelle qui sait tout de moi. Il a toujours été là. Faut savoir qu'on est dans la même chambre. Enfin, on était dans la même chambre quand on était petit, donc jusqu'à très très tard, jusqu'à notre adolescence. Donc, c'est mon meilleur ami. C'est la personne avec qui certainement je me suis battu le plus sur terre. C'est mon plus grand adversaire, mon meilleur ami. Et voilà, lui c'est le sang quoi, hein, c'est mon frère. Donc voilà. Après pour les autres remerciements, déjà ça va aller à toutes les personnes d'Adev, donc une certaine Tamara Pellegrini qui a tout démarré. Donc après il y a eu Julie, il y a eu Émilie aussi qui est avec nous. Il y a Marius, André, Valériane, Eric et Ellie qui sont avec nous, que je tiens tous à remercier individuellement, parce que sans eux, du coup tout ça pourrait clairement pas se faire, parce que c'est vrai que je fais pas mal de choses, mais je le fais surtout parce qu'il y a des gens qui croient en moi, et du coup ça aide à avancer toutes ces choses. Je tiens bien entendu à remercier Christian Chabert pour beaucoup de choses, mais je tiens beaucoup à le remercier surtout pour son ouverture d'esprit, parce que je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de monde qui, avec autant de connaissances et de capacités, a quand même ce détachement à se mettre au niveau des patients et à avoir l'ouverture d'esprit
de s'engager dans des projets qui peuvent profiter au plus grand nombre, alors qu'ils pourraient simplement continuer à travailler dans ce qu'ils maîtrisent et continuer à faire ce qu'il sait faire. Donc voilà, je le remercie beaucoup pour ça. Je vais remercier aussi les Américains avec qui je travaille, donc Cynthia Ryan, David Maury, et tous les membres de la VESDA, Kimberly Warner qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore là sur la partie vidéo, avec laquelle j'ai l'échange, et c'est d'une très très gentille personne. Je remercie aussi du coup Polly Moyer, qui est une personne qui a MDD associé, qui est en Angleterre, qui m'a énormément aidé, qui travaille dans le domaine des maladies rares et du mal de débarquement aussi, de manière volontaire, qui est une personne qui habite en Angleterre. Il y a tout un tas de personnes aussi qui m'ont aidé, qui des personnes que au final j'ai jamais rencontrées physiquement, mais que tu connais aussi. De toute manière, il y a Kylian à qui je passe un bonjour et que je remercie énormément parce que on discute depuis maintenant 3 ans et c'est la galère de son côté, c'est la galère du mien aussi, et on se soutient. Il y a Edouard aussi qui m'a beaucoup aidé, avec qui on a beaucoup échangé. Il y a d'autres personnes que franchement il faudrait que je regarde sur mon téléphone parce que j'ai discuté avec tout un tas de personnes. Mais voilà, toutes les personnes qui me reconnaîtront, avec qui j'ai discuté sur Messenger ou autre. Franchement, je tiens à vous remercier parce que ça n'a pas été évident et c'est quand même super agréable en fait d'avoir tous ces gens avec qui on peut discuter et qui même s'ils n'ont pas de réponse au final aux questions qu'on a tous, simplement sont là pour partager et dire que ils nous soutiennent, qu'ils sont déjà passés par là et qui partagent simplement leur expérience. Et voilà, à travers ADEV, j'espère que les gens ils pourront faire ça et s'entraider entre eux, et voilà. J'espère que j'oublie personne, mais là comme ça je pense que j'ai dit merci un peu à tout le monde qui tourne autour de tout ça, et voilà, c'est à peu près tout pour moi. Du coup, moi, je te remercie déjà parce que tes remerciements m'ont beaucoup ému de t'entendre parler de ta famille comme ça aussi. C'est hyper fort et puissant, et de voir à quel point les gens autour de soi, ça a un impact tellement positif, surtout quand on se sent aussi seul et isolé avec, comme tu dis, des maladies rares, chroniques, et l'importance en fait d'être entouré par des personnes bienveillantes autour de soi. Et je te remercie d'avoir vraiment lancé cette association. Je crois que les francophones, on avait vraiment besoin d'une association qui puisse nous comprendre, nous entendre, recueillir nos témoignages, et sur lesquels une plateforme sérieuse aussi sur laquelle on peut échanger. C'est hyper rassurant de se dire que il y a des scientifiques et des médecins, enfin des personnes de plein de bords différents qui s'intéressent à ces questions des troubles vestibulaires, et on avance ensemble. Et même si en effet l'idée c'est pas forcément d'être porté que sur l'espoir, parce qu'on sait pas combien de temps ça durera tout ça, au moins on est un peu tous dans une barque à avancer ensemble. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis, et c'est vrai que sur l'espoir, je voulais parler de quelque chose. Il faut faire très attention à l'espoir, parce qu'il y a 2 côtés dans l'espoir. C'est assez paradoxal encore une fois, mais c'est toujours important l'espoir, parce que sans ça, derrière on perd goût à la vie. Mais il faut aussi faire attention à l'espoir dans le sens où il faut bien savoir l'orienter. C'est-à-dire que quand on vit dans l'espoir d'une cure, ça peut être très destructeur. Par contre, il faut toujours avoir l'espoir d'un mieux-être, et du coup, il faut vivre avec ces pathologies-là avec toujours la conviction et toujours être sûr que ça va aller mieux, mais il ne faut pas le prendre dans le sens où ça va disparaître et ça va revenir comme avant, parce que moi j'ai fait ce chemin-là, et ce chemin-là ne conduit que à la destruction, quoi. Réellement, ça amène plutôt à du chaos qu'à autre chose, quoi. Ouais, j'aurais pas pu dire mieux. Ok. Merci Tamara en tout cas. C'était cool. Merci à toi Yanis, vraiment chouette. Allez. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.